Le poème symphonique Don Quichotte de Richard Strauss est une magnifique illustration du lien qui unit la littérature et la musique. Si Franz Liszt et avant lui Hector Berlioz furent les inventeurs du genre, Richard Strauss s'est montré le plus inspiré, le plus inventif, un formidable raconteur d'histoires et un orchestrateur hors pair. Après Don Juan, Mort et Transfiguration, Till l'Espiègle et Ainsi parlait Zarathustra, c'est en 1897 que ce compositeur lettré décide de mettre en musique certains épisodes du célèbre roman de Cervantes. Il sera suivi un an plus tard d'un autre magnifique poème symphonique qu'il intitulera Une vie de héros, ce qui ne tient pas du hasard. En effet, ces deux œuvres successives sont comme deux incarnations de l'héroïsme et dressent un double portrait du héros. Le premier, Don Quichotte, héros idéaliste et touchant, mène un combat pour une représentation idéale et exaltée du monde et de l'homme. Le second, Richard Strauss lui-même, pour affirmer l'originalité et la puissance de son art. Dans une lettre du 20 avril 1897, il précise même que les deux œuvres sont pour lui, je cite, le pendant direct l'un de l'autre. Richard Strauss partage la vision des romantiques, qui voyaient en Don Quichotte un personnage certes un peu fou, idéaliste, mais surtout solitaire et tragique, sans cesse écartelé entre son idéal et la réalité. Cette musique irradie par sa beauté, sa grandeur. Elle exprime les sentiments les plus intimes, les plus profonds, du chevalier à la triste figure. Ce livre, publié en deux parties, la première en 1605, la seconde en 1615, est le premier roman moderne de l'histoire de la littérature. Cervantes, 50 ans en 1605, réussit l'exploit de transformer un personnage attachant et complexe en un mythe vivant, toujours présent dans l'imaginaire collectif. Qui n'a jamais entendu parler de Dulcinée ou de Rocinante, plus connu encore que le cheval de Lucky Luke, Jolly Jumper? Qui n'a jamais ressenti parfois l'impression de se battre contre des moulins à vent, se trouvant confronté à ses propres désillusions? Prétendant vivre en héros comme dans les romans de chevalerie, un plat à barbe en guise de home, il incarne la puissance de la littérature, sa capacité à transformer, à enchanter notre existence. Don Quichotte symbolise l'affrontement de l'individu généreux, celui qui désire un monde meilleur, alors même que la société, le présent, l'empêche de transformer ses rêves en réalité. Alors qu'il menait une vie paisible de hobereau provincial, il renonce à ce confort douillet et routinier pour partir à la recherche de lui-même,
se montrant tour à tour justicier, redresseur de torts, protecteur des faibles, des opprimés et des amoureux persécutés. Mu par un idéal héroïque, jamais il ne se décourage. Il aura affronté 40 combats, 20 défaites, 20 victoires. Une persévérance dans l'extravagance qui le rend infiniment touchant. Loin de se contenter de vivre dans un univers de fiction, il défend son idéal à ses risques et périls, dans une affirmation absolue de sa liberté. C'est en cela, en cette capacité à projeter hors de soi son monde intérieur, qu'il incarne le sublime reflet de l'artiste ou du romancier, du créateur en général. Le monde est enchantable, semble-t-il vouloir nous dire, à nous d'y contribuer. Car il n'est pas si fou qu'il en a l'air. Après tout, il a choisi de devenir un chevalier errant. C'est un choix délibéré, d'ordre intellectuel et moral, émotionnel aussi. « Je sais qui je suis », s'écrie-t-il au retour de sa première équipée. Il ne se contente pas d'inventer un monde juste, il part au combat pour le rendre juste. Avant de mourir, il fera cette confession, à la fois lucide et désabusée, mystérieuse à bien des égards. Je cite, « Dans les nids d'antan, il n'y a plus d'oiseaux à présent. J'ai été fou et maintenant je suis sage. » Fin de citation. Le héros de Cervantes peut paraître fou, mais il fonce, il entraîne, il bouscule, il rêve d'un monde meilleur. Cette folie consiste à vivre dans un monde qu'il se crée, plutôt que dans celui qu'il habite. Pour autant, elle n'exclut pas l'autre, et Don Quichotte garde toujours un grain de lucidité et de sagesse, que Milan Kundera qualifiera de sagesse de l'incertitude. Ce rêve de beauté et de pureté est hélas trop décalé par rapport au monde dans lequel il vit, et c'est ce qui donne à ce personnage son aspect tragique. Son compagnon de route, le fidèle Sancho Panza, n'est pas issu du même milieu et ne nourrit pas les mêmes projets. Pour l'engager à le suivre, Don Quichotte promet de lui donner en récompense le gouvernement d'une île. Illettré, il n'en possède pas moins un réel bon sens, une grande humanité, et il va, lui aussi, évoluer tout au long du roman. À l'image de Papageno dans La Flûte enchantée, il apporte une nouvelle saveur au récit, au travers notamment des longs dialogues qu'il entretient avec son maître, qui sont parmi les pages les plus subtiles, drôles et passionnantes de ce long roman. En dépit de leurs différences, ils se complètent et regardent ensemble dans la même direction. Sancho finira par admirer, par aimer Don Quichotte. Pour conclure cette première partie, laissons-lui la parole, au chapitre 13 du livre 2, je cite. « Non seulement il ne fait de mal à personne, mais il ferait plutôt du bien à tout le monde. Il est sans malice aucune. Un enfant lui ferait croire qu'il fait nuit en plein midi. C'est d'ailleurs pourquoi je l'aime, comme la peau de mon cœur, et ne me décide pas à le quitter, malgré toutes ses extravagances. » Fin de citation. Don Quichotte a inspiré nombre de compositeurs, et on ne compte pas moins d'une centaine d'œuvres musicales tirées de ce roman. Mais c'est incontestablement le compositeur allemand Richard Strauss qui est parvenu à en tirer le meilleur, à en exprimer toute la beauté, la profondeur, à en saisir toute la vérité. Dans le chapitre 34 du livre 2, Don Quichotte s'exclame « Madame, là où est la musique, il n'y a pas de place pour le mal. » Comment une telle phrase n'aurait-elle pas pu résonner fortement dans les oreilles de Richard Strauss ? Homme d'une grande culture, Strauss admire Shakespeare et Cervantes, morts tous deux la même année, en 1616. En lisant ce roman tentaculaire, fort de 126 chapitres et de 600 personnages, qui sont autant d'aventures, d'histoires rapportées et de digressions, il s'enthousiasme pour ce mélange de spectaculaire, de rêve, qui alterne grotesque et sublime, rire et émotion profonde. Le poème symphonique, Don Quichotte, fut créé le 8 mars 1898 par l'orchestre du Gürzenich de Cologne, sous la direction du chef Franz Wüllner. L'œuvre ne reçut qu'un accueil mitigé. Aussi le compositeur décida-t-il d'ajouter après coup un exposé de l'argument, ce qui en facilite l'accès. Outre l'éblouissant coloris orchestral, Strauss excelle dans la façon de suggérer non seulement les épisodes narratifs, mais la psychologie profonde des deux principaux personnages,
ce qu'on pourrait appeler l'action intérieure. Il intitule l'œuvre « Variations fantastiques sur un thème de caractère chevaleresque » et sélectionne 10 épisodes du roman de Cervantes, chacun permettant des atmosphères richement contrastées. Dans le droit fil de Berlioz et de Wagner, on note la puissance des instruments à vent, un immense orchestre de plus de 100 musiciens dont Strauss tire des effets inouïs. Partons à la découverte de quelques-uns de ces épisodes, articulés en une introduction, 10 variations et un final. Cette musique suggère l'effet que produit ces lectures des romans de chevalerie sur Don Quichotte, qui en perd le sens des réalités. Le thème principal est intitulé Lese Thema, le thème de la lecture. Il est présenté aux cordes après quelques arabesques des bois. L'imagination de Don Quichotte se met en branle sous la forme d'une succession d'idées thématiques. Il s'agit en fait de la vision musicale que Richard Strauss avait du chapitre 1. Lisons quelques extraits. Je cite. « Don Quichotte, dans les moments où il était oisif, c'est-à-dire le plus clair de l'année, s'adonnait à lire des livres de chevalerie, avec tant de goût et de plaisir qu'il en oublia presque entièrement l'exercice de la chasse, et même l'administration de ses biens. Et sa curiosité et son extravagance en arrivèrent à un tel point qu'il vendit maints arpents de labour pour acheter, afin de les lire, des livres de chevalerie, en sorte qu'il en apporta chez lui autant qu'il put s'en procurer. Finalement, il se plongea si bien dans sa lecture qu'il passait à lire le plus clair de ses nuits blanches et de ses jours obscurs. Et ainsi, à force de peu dormir et de tant lire, son cerveau se dessécha, de telle sorte qu'il en vint à perdre le jugement. Il s'emplit l'imagination de tout ce qu'il lisait dans ses livres, aussi bien d'enchantements que de querelles, batailles, défis, blessures, déclarations, amours, tempêtes et extravagances impossibles. Et il se mit si bien dans la tête que tout cet échafaudage d'inventions fameuses et fabuleuses qu'il lisait était vérité pure, que pour lui, il n'y avait pas d'histoire plus certaine au monde. » Fin de citation. Ce bouillonnement d'idées extravagantes est parfaitement illustré musicalement par Richard Strauss dans son introduction, notamment dans l'annonce des combats à venir, à grand renfort de trompettes, trombones, coups de cymbales et de timbales.
Après les premières mesures, sous la forme de Il était une fois, le thème principal de la lecture apparaît en ré majeur. Alors qu'il menait jusque-là une vie régulière et bien rangée, un brin ennuyeuse, il s'enthousiasme à la lecture des romans de chevalerie et en vient à s'identifier à ses héros. Mais très vite, dès l'introduction, le thème de Dulcinée est exposé tendrement par le hautbois solo, accompagné par la harpe. Dulcinée est la femme idéale et tant aimée, à l'image de la Béatrice de Dante dans la Divine Comédie. En fait, il s'agit de la fille d'un laboureur, dans un village proche du sien, dont il a été amoureux alors qu'elle n'en sut rien. Elle incarne à ses yeux la vision sublime de l'éternel féminin et de l'amour. C'est lui qui l'a nommée ainsi. Il dira plus tard à Sancho Panza, je cite, « Elle est la plus haute princesse du monde, d'une grande beauté et d'une grande renommée. En beauté, elle n'a pas sa pareille. Je me la représente en mon imagination telle que je la désire, tant en la beauté comme en qualité. » Fin de citation. Elle est sa muse, son moteur. Avant chaque combat, il se recommande du ciel et de Dulcinée. Il lui envoie également des lettres. De même qu'il a décidé d'être amoureux de Dulcinée, il décide de passer lui-même à l'action. Il quitte une vie douillette et confortable, certes routinière, pour embrasser un idéal, celui de la chevalerie. C'est un acte de volonté pure, mais ce faisant, il se propulse dans une liberté audacieuse et risquée. Le point d'orgue marquant la fin de l'introduction semble l'indiquer. L'appel des trompettes sonne comme un avertissement, le claquement de timbales à 5 reprises comme une menace.
Cette introduction est suivie d'un épisode intitulé par Strauss « Don Quichotte, le chevalier à la triste figure et son écuyer Sancho Panza ». Le violoncelle solo fait son entrée dans un tempo modéré. Il est la voix de Don Quichotte, mais elle n'est pas exclusive. Le premier violon, un groupe de cordes, voire l'orchestre au complet, pourront aussi exprimer ses ressentis. Idem pour Sancho Panza, qui s'exprime par la voix de l'alto solo, mais parfois aussi par le tuba ténor ou la clarinette basse. Ce sont d'ailleurs ces deux instruments qui, les premiers, présentent le personnage sur un motif trivial, un peu lourd, traduisant les racines terriennes et populaires du personnage. On lit au chapitre 7, je cite, « Don Quichotte sollicita un laboureur de ses voisins, homme de bien, si tant est que l'on puisse appeler ainsi celui qui est pauvre, mais avec fort peu de plomb dans la cervelle. Au bout du compte, il lui dit tant, le persuada tant et lui promit tant, que le pauvre manant résolut de partir avec lui et de lui servir d'écuyer. Ils partirent de nuit, incognito, sans même prendre congé de sa femme et de ses enfants pour Sancho Panza, ni de sa gouvernante et de sa nièce pour Don Quichotte. Je cite livre 1, chapitre 8. Sancho Panza allait sur son âne comme un patriarche, avec son bissac et sa gourde, et avec désir de se voir déjà gouverneur de l'île que son maître lui avait promise. Il se trouva que Don Quichotte prit la même route que lors de son premier voyage, c'est-à-dire par la plaine de Montiel, et il y chemina avec moins de déplaisir que la fois passée, parce qu'il était fort matin, et que les rayons du soleil, leur donnant de loin, ne les incommodaient pas. » Fin de citation. À l'issue de cette introduction et de la présentation des deux personnages, Richard Strauss propose une première variation, variation 1, intitulée « Départ à cheval et combat contre les moulins à vent ».
Projetons-nous vers la variation 2, intitulée « Victoire sur l'armée de l'empereur Ali Fanfaron », qui est en réalité un troupeau de moutons. Cet épisode est emprunté au livre 1, chapitre 18. La façon dont Richard Strauss le met en musique est particulièrement réussie. Tout y est. L'esprit belliqueux du chevalier, 3 violoncelles à l'unisson, puis tout l'orchestre, les bêlements affolés des moutons, trombone, trompette bouchée, la colère des malheureux bergers, la clameur des corps dissonants, le calme du pâtre au loin dans un lumineux ré majeur. Don Quijote, que son ovejas y carneros. La variation 3 est un des sommets d'intensité de la partition. Strauss l'intitule « Dialogue entre le chevalier et son écuyer ». À l'occasion de l'un de ses nombreux dialogues avec Sancho, Don Quichotte expose sa vision d'un monde idéal, de paix, de fraternité, de justice et d'amour, celui qu'il porte à Dulcinée. Ce thème dit de la vision d'un monde idéal se déploie progressivement et majestueusement sous la forme d'une amplification du tout premier motif de l'œuvre. Il est d'un lyrisme éperdu, générateur d'émotions, l'un des plus beaux de toute l'œuvre de Richard Strauss. On y sent toute la grandeur d'âme de Don Quichotte, si bien décrite par l'écrivain espagnol d'origine péruvienne Mario Vargas Llosa. Je cite : « Voilà ce qui nous touche chez Don Quichotte. Il est capable d'incarner une vision si noble de l'être humain qu'on en a des complexes. » Fin de citation.
La variation numéro 5 est également intensément poétique. Elle est intitulée « Veillée d'armes de Don Quichotte », doux épanchement à la pensée de la lointaine Dulcinée. Strauss indique le tempo, sehr langsam, très lent. Au cours de la nuit, Don Quichotte se repose, et ses pensées vont vers celle qui incarne à ses yeux l'éternel féminin, sa Béatrice à lui, Dulcinée. Elle m'est plus chère que la lumière des cieux, dira-t-il au livre 1, chapitre 21. Je la respecte, je la chéris autant que si elle était la première princesse du monde, dira Don Quichotte au livre 1, chapitre 21. Les cordes du violoncelle solo vibrent intensément, à l'image du cœur de notre héros. Le motif de Dulcinée apparaît comme murmuré, caressé par les cordes du violoncelle solo, puis accompagné par des glissando des harpes, qui accentuent la dimension féerique, merveilleuse, de cette nuit étoilée, comme transfigurée. La variation numéro 7 nous plonge en plein conte féerique. Il s'agit d'un voyage imaginaire dans les airs, pendant lequel Don Quichotte et Sancho, les yeux bandés, montent un cheval de bois, appelé Chevillard, à la poursuite d'un malfaisant géant. Un grand cheval de bois trône au milieu du jardin de la comtesse Trifaldi, entourée de ses gouvernantes. Don Quichotte propose à Sancho de monter sur ce cheval de bois, immobile et peu confortable, en se bandant les yeux et en imaginant voler dans les airs. Ils ont d'autant plus la sensation de voler que l'assistance leur fait de l'air avec de gros soufflets. Don Quichotte s'exclame alors, je cite, « Sans aucun doute, Sancho, nous devons arriver à la deuxième région de l'air, celle où se forment la grêle et les neiges. Le tonnerre, les éclairs et la foudre naissent dans la troisième région. Et si nous continuons à monter de la sorte, nous n'allons pas tarder à arriver dans la région du feu. » Fin de citation. Les effets sonores sont prodigieux. Roulade chromatique des flûtes, immense glissando des harpes, sifflement de la machine à vent, gammes en rafale des cordes, Strauss nous fait partager la course aérienne des deux compères. Étrange aventure, en effet, nous dit Cervantes,
à la frontière du grotesque et du tragique. Vouloir s'élancer vers le ciel, pour finalement se retrouver par terre, à moitié roussi. Le cheval était en fait bourré de fusées et de pétards, et ne tarda pas à partir dans les airs dans un vacarme indescriptible, projetant au sol nos deux héros. Le caractère sombre et tragique s'accentue au fil de ce poème symphonique et atteint son paroxysme en la 10e variation, intitulée « Grand combat singulier contre le chevalier de la Blanche Lune ». Il s'agit d'une joute grandiose, de l'ultime combat, qui sonne la fin des illusions, la fin du rêve de Don Quichotte. Tout se joue au chapitre 64 du livre 2. Alors que Don Quichotte se trouve de bon matin sur une plage, armé de toutes ses armes, il vit venir à lui un chevalier, armé lui aussi de pied en cap, le bouclier décoré d'une lune resplendissante. On apprendra au chapitre suivant qu'il s'agit en fait de l'un de ses voisins, le bachelier Samson Carrasco. Son intention n'est pas de lui faire de mal, mais simplement de le contraindre à rentrer chez lui et de cesser ses extravagances. S'adressant à lui d'une voix forte, il commence par le provoquer en affirmant péremptoirement que sa dame est incomparablement plus belle que Dulcinée du Toboso. Suit alors un marché en forme de diktat. Ou bien Don Quichotte le reconnaît et l'accepte, ou bien il y aura combat. Et s'il venait à le perdre, alors il devra rentrer chez lui, au moins pendant 1 an, le temps qu'il retrouve ses esprits et qu'il s'assagisse. Étonné par tant d'arrogance et refusant l'idée même qu'une femme puisse être plus belle, plus gracieuse que sa Dulcinée, Don Quichotte accepte le combat, avec beaucoup de noblesse, aux conditions fixées par son adversaire en cas de défaite. Avant que la joute ne démarre, et comme à son habitude, quand il risque de perdre la vie, il implore le ciel et sa Dulcinée. C'est alors que les 2 chevaux s'élancent l'un vers l'autre, au galop, dans un combat inégal. La monture du chevalier de la Blanche Lune est bien plus rapide, plus puissante aussi, que le pauvre Rocinante. Le choc est brutal. Rocinante s'effondre, et Don Quichotte tombe lourdement au sol. Lisons le passage correspondant dans le chapitre 64. Je cite. « Don Quichotte, moulu et étourdi, sans relever sa visière, dit d'une voix faible et dolente, comme du fond d'un tombeau. Dulcinée du Toboso est la plus belle femme de la terre, et moi, le chevalier le plus infortuné du monde. Et il ne faut pas que ma faiblesse altère cette vérité. Pèse sur ta lance, chevalier, et ôte-moi la vie, puisque tu m'as ôté l'honneur. » Le chevalier répond, « Cela, je ne le ferai certes pas. Que vive et vive en sa plénitude le renom de beauté de Madame Dulcinée du Toboso. Il me suffira seulement que le grand Don Quichotte se retire dans son village 1 an entier, ou encore tout le temps que je lui aurais fixé, ainsi que nous en étions convenus avant d'engager le combat. » On releva Don Quichotte, on lui découvrit le visage, et on le trouva tout pâle et tout en âge. Rocinante était si mal en point qu'il ne pouvait se mouvoir. Sancho, tout triste et tout affligé, ne savait que dire ni que faire. Il lui semblait que toute cette aventure
n'était qu'un songe, et toute cette machination, affaire d'enchantement. Il voyait son maître vaincu et contraint de ne point prendre les armes pendant toute une année. Il se représentait obscurci l'éclat de la gloire de ses exploits et dissipé l'espoir de ses nouvelles prouesses, comme la fumée est dissipée par le vent. On ramena Don Quichotte jusqu'à la ville sur une chaise à porteur. Fin de citation. Richard Strauss transforme cette scène en une joute grandiose, d'une grandeur tragique. 2 séquences se succèdent. D'abord, le duel, le combat, fracassant, court, violent. Appel des trombones, puis des trompettes, coups de timbales, orchestre déchaîné, d'où peine à émerger le son du violoncelle solo. Le silence se fait. Quichotte est terrassé, brisé. Don Quichotte est blessé physiquement, mais surtout moralement. C'est la fin de son voyage, de son rêve, de cette vision exaltante et exaltée du monde et de lui-même. « Je suis le chevalier le plus infortuné du monde », dira-t-il. La deuxième séquence concerne la retraite de Don Quichotte. Rappelons-nous, Cervantes évoque une voix, celle de Don Quichotte, qui semble surgir du fond d'un tombeau. Richard Strauss en a parfaitement saisi le caractère funèbre. Sur une sinistre scansion régulière des timbales, les cordes expriment toute la douleur du héros. Les bois clairs chantent à l'unisson un molto expressivo, qui sonne comme un renoncement à l'action. Le violoncelle solo, accompagné des cordes de tout l'orchestre, exprime la profonde tristesse du chevalier. L'épisode se clôt sur un solo de trompette en forme de sonnerie aux morts.
Richard Strauss intitule ce final « Revenu à la sagesse, Don Quichotte vit ses derniers jours dans la contemplation, sa mort. » Il indique « très calme ». Avant de rentrer chez lui, Don Quichotte demeura alité pendant 6 jours à Barcelone. Marie, triste, pensif et de mauvaise humeur, a passé à repasser en imagination le fâcheux accident de sa défaite. Dans un premier temps, il espère encore secrètement pouvoir reprendre sa vie de chevalier d'antan, après cette année de repos forcé. Mais en quittant Barcelone et en repassant à l'endroit de sa chute, il s'écrie « Ici, se sont obscurcies mes prouesses. Ici, finalement, a chu mon ambition, pour ne plus jamais se relever. » Fin de citation. Il sait au fond de lui que ce combat perdu marque à jamais la fin de son voyage, de ses espérances, de cette vision exaltée et exaltante du monde et de sa propre vie. Il songe bien un moment à devenir berger et à se ressourcer grâce aux merveilles de la nature. Mais rien n'y fait. Il a perdu toutes ses illusions et entonne ce chant de douleur au cours d'une nuit sur le chemin du retour. Je cite « Amour, quand je viens à songer au mal que tu me fais, extrême et rigoureux, je cours au-devant de ma mort, croyant mettre ainsi fin à mon mal infini. Mais dès que j'arrive au passage qui puisse mettre un port dans la mer des tourments, si vive est la joie que j'éprouve, que je reprends espoir et ne le franchis pas. C'est ainsi que je meurs de vivre, c'est ainsi que la mort vient me rendre la vie. Étrange destin que voici, qui me vaut à la fois et la vie et la mort. » Fin de citation. Peu de jours après être rentré chez lui, dans son village, il est pris de fièvre et doit s'aliter. Un médecin est appelé et son diagnostic est clairement posé. Je cite « La mélancolie et le chagrin mettent sa vie en danger, elles viendront à bout de lui. » Fin de citation. Alors que quelques amis viennent lui rendre visite, Sancho Panza, très inquiet, reste sans cesse auprès de lui. Don Quichotte lui demande pardon de l'avoir entraîné dans ses extravagances et dans l'illusion de pouvoir vivre dans l'idéal de la chevalerie. Sancho l'implore de ne pas se laisser mourir. Je cite « Ne mourrez point, cher monsieur, mais suivez mon conseil et vivez longtemps, car la pire folie que puisse faire un homme au monde est de se laisser mourir, ni plus ni moins, sans être tiré de personne, ni achevé d'autre main que celle de la mélancolie. Allez, ne soyez pas paresseux, levez-vous de ce lit et allons-nous-en dans les champs en habit de berger, ainsi que nous l'avons résolu. Peut-être trouverons-nous derrière quelques buissons Madame Dulcinée désenchantée, plus belle encore qu'on puisse imaginer. Si vous mourrez du chagrin d'avoir été vaincu, faites-m'en porter la faute, en disant que vous avez été renversé parce que j'avais mal sanglé Rocinante. » Don Quichotte l'écouta poliment, avec tristesse aussi. Il fit appeler le notaire et régla quelques questions testamentaires au profit de sa nièce. 3 jours après, il reçut les derniers sacrements, puis quitta cette terre, au milieu des larmes et des pleurs des quelques personnes présentes, et particulièrement celle de Sancho Panza. Le violoncelle solo entonne d'abord seul un chant d'un lyrisme éperdu, sur la base du thème principal, bientôt accompagné des autres cordes de l'orchestre. Les souvenirs se bousculent, mêlant héroïsme, idéalisme et fusion amoureuse. Mais la mort rôde, sous la forme de triples croches bémolisées par les cordes, et plus encore par des coups de timbales qui semblent vouloir sonner le glas. Ce sont les derniers instants du héros. Le violoncelle se fait de plus en plus poignant. Il achèvera sa course sur des notes descendantes, morando. Don Quichotte n'est plus, il a renoncé à ses rêves, ou plutôt espère-t-il peut-être retrouver Dulcinée au paradis, à l'image de Dante avec Béatrice dans la Divine Comédie.
Certains ont voulu voir en ce poème symphonique des éléments autobiographiques, liés notamment à la maladie mentale de la mère du compositeur. On pourrait y voir aussi une métaphore de l'artiste créateur, dans cette capacité à projeter hors de soi un monde intérieur, à rendre le monde enchantable. Il nous semble toutefois que Richard Strauss a parfaitement saisi le rêve de pureté de Don Quichotte, ses aspirations profondes, son idéal d'amour et de liberté. Il réussit là un coup de maître. L'instrumentation, tout d'abord, le coloris orchestral est tout bonnement extraordinaire, mais sans jamais rechercher l'effet pour l'effet, et toujours au service du drame. La troisième variation, la plus longue, forte de 134 mesures, atteint un sommet d'intensité. Elle incarne à elle seule non seulement l'esprit idéaliste et généreux du chevalier, mais également le contenu même du livre, qui repose en grande partie sur le dialogue incessant entre Don Quichotte et Sancho Panza. En 10 variations seulement, sur des épisodes savamment choisis, Strauss parvient à donner à cet émouvant voyage intérieur une remarquable unité organique. Nous recommandons la version d'Herbert von Karajan et de Pierre Fournier, enregistrée avec le Philharmonique de Berlin en décembre 1965, un CD Deutsche Grammophon, l'une des plus belles versions jamais enregistrées, alliant à la fois poésie, intensité, souffle grandiose et somptueux coloris orchestral.